Déjà, un grand merci à Anne Guizoli et son équipe de la librairie Gallimard de nous accueillir chaque fois. Vraiment un grand, grand merci. Nos rêves nous déborderont toujours. Nous avons chacun comme un point d'usure, de grosses fatigues. Nous avons pour certains du mal à remonter en selle et à réenchanter nos vies. Pourtant, la vie est toujours merveilleusement en embuscade. Nos itinéraires, nos histoires intimes diffèrent, mais il nous faut repartir, ou du moins tenter. Ce n'est pas évident, mais tenter de ne pas laisser l'usure prendre le dessus. Alors, c'est pour ça que mes invités aujourd'hui, Gaëlle Josse, elles se présenteront tout à l'heure, François-Frédéric Guy, André Markovitch et Virginie Méglet, vont nous parler de leur expérience et en même temps voir comment on peut repartir ou pas et qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous aurons avec nous une invitée surprise qui est Anne Vassivière, qui est novelliste et romancière, qui va faire après un petit résumé. Voilà. Alors, avec Alain Ouareau, professeur de guitare au Conservatoire des Landes et auteur, nous ferons tandem tout au long de cette conversation avec mes invités. Je vais tourner la page. Et bien sûr, le public aura ses questions et il y aura une dédicace. Merci encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Anne Guizoli et son équipe de nous recevoir. Merci à mes invités d'avoir accepté l'invitation. Merci à tout le public ici présent et qui va voir la vidéo demain donc aussi. Et bien sûr à mon cher Christophe qui s'ajoute des cheveux blancs à travailler avec moi et moi avec lui. Voilà. Alors, peut-être que je vais vous laisser vous présenter chacun déjà. Gaëlle, je vous laisse commencer. Il faut lancer les hostilités? Oui. Non, pas les hostilités. Bonsoir, donc je suis Gaëlle Josse, je suis écrivain, auteur. J'ai publié essentiellement de la fiction, mais aussi des fragments et de la poésie, qui étaient un peu mes premiers amours en littérature et à laquelle je suis revenue il y a 2 ou 3 mois avec ce dernier livre qui est un recueil de poésie. Je ne sais pas très bien me présenter, donc je préfère passer la parole et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de mieux se connaître au fil des échanges. François-Frédéric. Merci Gaëlle. Je suis François-Frédéric Guy, musicien qui joue du piano, donc pianiste. Et j'aime revisiter les chefs-d'œuvre du passé, comme ceux qu'on peut voir autour de nous, là, dans la littérature, mais moi je le fais dans le domaine de la musique, surtout Beethoven, mais aussi les romantiques, Chopin, Brahms, Liszt, Debussy. Et j'aime aussi la création. J'aime Tristan Muraille. Il y a mon dernier disque sur le présentoir avec des œuvres de Debussy et de ce compositeur, Tristan, dont on a fêté le 75e anniversaire à la Maison de la Radio en février dernier, lors du festival Présence qui est dédié à la création. Voilà, donc c'est un beau métier, une plongée dans la musique, qu'elle soit du passé, du présent, peut-être de l'avenir. André. Je suis André Markovitch, j'écris et je traduis depuis un certain temps. Et puis voilà. Merci André, vraiment, parce que je vais pouvoir faire presque pareil. Je suis Virginie Méglet et c'est la question qui je suis, je ne sais toujours pas. C'est une question que je me suis souvent demandé, alors je peux dire en 2 mots, mais c'est vrai, au moment où on le fait, pas forcément. Je suis entre autres psychanalyste, et j'écris, et j'écoute, et j'observe le monde, et puis je ne sais pas trop. Voilà. En tout cas, ce que je peux ajouter, c'est que vous avez tous reçu beaucoup vous avez reçu des prix, vous êtes, comme on dit, connus, et vous êtes surtout des humanistes. Ça veut dire que les valeurs premières, c'est l'homme, et tout ce qui peut être, je dirais, bon pour les hommes. Et c'est ce qui est très important, je crois, aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Alors, je vais poser une question à vous 4, la même question. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le thème de ce fil de mémoire, remonter en selle ou comment repartir? François-Frédéric.
On va faire un peu en désordre. Je pense, Jeanne, vous faites référence à ce confinement, Oui. notamment, qui nous a fait tomber de la selle de ce cheval sur lequel on se promène depuis des années et des années. Et puis tout d'un coup, voilà, on tombe de la selle et puis tout s'arrête. Tout s'arrête, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de concert. Est-ce qu'il y a un avenir? On ne sait pas. Il n'y a plus que la somme du passé. Tout ce qu'on a emmagasiné dans le passé, une espèce de tas qui est derrière nous, on le regarde. Et puis, le présent, mais qui est un petit peu le néant, tout d'un coup. Voilà. Et puis, il y a une drogue de ce... Quand on est musicien, par exemple, on va de concert en concert, de salle en salle. Il y a un grand chef d'orchestre et grand flûtiste ici aussi qui peut en témoigner. Ben oui, on va de salle en salle, de concert en concert, de programme en programme. Et puis, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi ni comment toujours, mais c'est le métier, c'est notre vie, c'est notre passion. Et puis, un jour, tout s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on se dit, peut-être un jour, on voulait prendre un congé sabbatique. On l'a rêvé. Et moi, c'est vrai que j'en ai rêvé. Et là, tout d'un coup, il est là. Mais on ne l'a pas choisi. On n'a pas choisi la date, on n'a pas choisi la période, combien de temps ça allait durer. Et donc... Et il faut remonter en scène. Il faut remonter en scène. Voilà. Il faut réussir, il faut peut-être s'isoler. On essaye de travailler de nouvelles œuvres. Là, je parle dans le cas de musicien. On essaye de faire autre chose, de lire, de prendre ce fameux temps pour lire dont on parlait avec Gaël, que moi je n'utilise pas assez parce que la musique m'accapare une grande partie du cerveau. Donc je suis frustré, un lecteur frustré. Mais quand j'arrive ici, vous imaginez. Mais donc voilà, il faut remonter en selle, il faut croire que ça changera, ça va changer, ce n'est pas éternel, mais on est quand même KO. Et il y a une difficulté psychologique à repartir. Et André. Voilà. Mais moi, j'ai été très très content pendant le confinement. On l'a vécu avec joie et bonheur. On a beaucoup travaillé tranquillement. Vraiment, on voulait que ça dure. Mais qu'est-ce que ça m'évoque, ce thème? J'ai jamais fait d'équitation, Dieu soit loué. La seule chose, c'est que quand tu écris un livre et que tu le finis, évidemment que tu penses que c'est le dernier. Quand tu écris un texte, c'est évidemment, ça doit être le dernier. Sinon tu ne l'écris pas. Et donc, c'est le propre de l'écriture que de recommencer tout le temps. Virginie. Je suis partagée parce qu'il y a le côté délicieux effectivement du moment du confinement où on a pu rêver la vie parce qu'il n'y avait plus de bruit, il y avait les animaux qui venaient dans les villes et c'est vrai qu'il y avait un côté délicieux. Mais cela étant, non, j'ai quand même vécu, comme la vie s'est arrêtée soudain, vraiment, il y a eu comme une obligation d'arrêter et puis ça a mis très longtemps à s'arrêter. Il y a quelque chose de brutal dans un premier temps et finalement ça a insisté et on revenait un petit peu et on est obligé d'enfoncer. Et c'est comme ça que j'ai eu envie, plus même pas une envie, pour me sauver, parce que ça m'était aussi dans des états physiques, c'est-à-dire assez difficiles, parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui s'est joué pour moi de l'ordre de l'absence, mais en même temps devant être vraiment présente pour d'autres. Et c'est aussi à travers les autres que j'existais, mais finalement pas pour moi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me dis, j'écris quelque chose, et j'ai écrit sur l'hyper-émotivité à ce moment-là. Et après, remonter en scène, ça me faisait aussi penser à revenir sur scène d'une façon différente, justement. Oui. Gaëlle, je vous ai laissé le temps, vous avez vu, j'ai fait le tour à l'envers. Que puis-je ajouter? Remonter en selle, alors au temps fort lointain où j'ai été cavalière, la première chose qu'on apprend, c'est quand on tombe, il faut tout de suite remonter, sinon on n'y arrive pas. Dans la vie, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Ça m'évoque ce titre de Pascal Quignard, les désarçonnés, parce que nos vies sont trépidantes, on est tous
est tous des cavaliers, on est tous des champions de saut d'obstacles, nos vies sont des courses de haies perpétuelles, permanentes, et nos vies sont trépidantes et minuscules, et quelquefois on rate l'obstacle, on rate l'Auxerre, et on est à terre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a envie de remonter en selle, mais quelquefois il y a loin de l'envie à sa réalisation. Et pour moi, tomber, c'est d'abord inhérent à notre verticalité d'humain, que qui dit position verticale dit promesse de chute, un jour ou l'autre, aujourd'hui ou dans des siècles. Et c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur son désir, en fait. Oui. Pour moi, c'est ça. Prendre ce temps de se questionner, je vais peut-être pas remonter tout de suite comme ça, bêtement, en selle. Peut-être me questionner de quoi j'ai vraiment envie. Justement, je resterai avec vous, si vous le voulez bien, Gaëlle. On n'est jamais loin ou indemne de ce que l'on fait dire à ces personnages. Vous écrivez quand il faut tout rassembler autour de soi, les vêtements, le sourire, et qu'on n'est pas très sûr de vouloir sortir. Donc, si je rejoins un peu ce que vous disiez, repartir dans l'ordinaire des jours. Et oui, il y a des matins plus ou moins simples, plus ou moins heureux, Oui. plus ou moins légers, faciles. Ça s'appelle la vie en général. Oui. Et vous avez aussi écrit « La journée n'est pas encore écrite et demande à devenir ». Ça veut dire qu'on peut quand même espérer quelque chose de meilleur, il y a une petite espérance. Oui, je crois profondément que chaque jour est une promesse. Sinon, on n'irait pas. Oui. Si on n'avait pas cet espoir, légitime ou pas, ou fondé ou pas, que ça sera mieux, ou tout du moins aussi bien demain, et qu'on va arriver à un jour peut-être à avoir cette sensation très, très mouvante, très fugitive, d'un certain accomplissement de soi, est-ce qu'on irait, quoi ? Vous écrivez souvent sur nos vies défragmentées. Et après, comment les réunir ? Parce que nous sommes quand même comme des atomes en nous-mêmes, et parfois ça se défragmente. Vous avez une sorte de, je dirais, de compassion pour les vies, pour nos vies tout simplement. Nos vies minuscules et un peu chaotiques. Je crois que nous sommes tous des mosaïques faites de mille choses, du passé, du présent, des rêves, du vécu, des histoires, des failles, des joies, enfin voilà, de tout, des musiques, des livres, tout ce qu'on a lu, vu, entendu, voyagé, aimé, haï, et tout ça, ça fait la mosaïque de nos vies, et quelquefois il y a une grosse pierre, un gros rocher qui tombe sur la mosaïque et qui fait tout éclater. Exploser. Et comment est-ce qu'on retrouve une autre unité ? Pas forcément la même qui a été détruite, mais on va peut-être arriver à redessiner quelque chose d'autre. Vous aimez la musique et vous dites pourtant que quand on est dans une grande tristesse, il n'y a que le silence qui compte. Est-ce que le silence est une musique ? Je le crois. Peut-être que Alain va... Demandons aux artistes. Oui, parce que je m'aperçois que peut-être plus encore que la musique, j'aime le silence. Parce que je crois que toutes les musiques, j'en ai tellement voyagé que c'est un compagnonnage. Quelquefois, je me les raconte, les musiques. Voilà, je pense à quelque chose que j'aime et je n'ai pas toujours besoin de l'entendre. Et c'est le pianiste, je crois, c'est Aldo Ciccolini, qui disait que s'il avait eu le choix, il aurait aimé être moine, et que le silence, en fait, contenait toutes les musiques. Et ça, je le crois vraiment. Alors, oui, alors, comme le silence n'est pas très efficace dans ce genre d'émission, on va quand même continuer à le combler un petit peu. Dans votre recueil Et recoudre le soleil, la petite musique des jours résonne tout au long de vos vers. Et je crois que vous parlez également, comme chaîne trame thématique, qu'il faut se délester. Se délester pour écouter ou réécouter. Alors justement, est-ce que réapprendre à écouter, c'est le point de départ justement pour repartir ? Oui, peut-être. S'écouter soi-même, arrêter peut-être d'obéir à des tas d'injonctions qui nous pèsent énormément, à tous ces fardeaux qu'on prend sur les épaules par devoir, par raison, par nécessité, par
on a toutes les raisons, je parle sous le contrôle de psychanalyste, voilà, de porter des fardeaux sur nos épaules. Il y en a qu'on accepte avec joie, il y en a qu'on subit. Et à un moment de se dire, est-ce que celui-là, il est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il est indispensable à ma vie? Est-ce qu'il est important pour moi? Est-ce que j'ai les moyens de m'en détacher? Mais je crois profondément aux vertus de l'allègement, du dépouillement. Essayer de se resserrer vers l'essentiel. Vous savez, un petit peu comme les jardins japonais où il y a juste les éléments, l'eau, la terre, le rocher, le vent, le soleil, le feu, et what else, quoi. Et alors ce silence dont vous parlez est quand même plein de musique, je crois. Et vous écrivez d'ailleurs, « Seule cette musique qui me chavire, qui m'accompagne en me serrant dans ses plis ». À un moment donné, Et recoudre le soleil. Cette musique, est-ce que c'est Schubert, comme dans Un été à quatre mains? Ah, Schubert, oui, Schubert, c'est peut-être mon compagnon depuis longtemps. Oui, je trouve que c'est une musique qui est tellement, qui est immédiate, qui parle à l'âme, qui nous console, qui nous murmure. Et c'est une musique qui est d'une très grande simplicité. C'est une musique qui est sans effet de manche. Voilà, on ne va pas se rentrer dans une exégèse musicale, mais c'est pas Rachmaninov, c'est pas Liszt, c'est pas des choses tape à l'œil, c'est pas des choses voyantes. On a l'impression que chaque note est nécessaire. Et c'est peut-être aussi comme ça que j'aimerais écrire, de me dire que chaque mot doit être nécessaire. Et j'aime bien ce mot du poète qui pour moi est peut-être mon mantra, un poète qui s'appelle Paul Farelier, qui a écrit quelque part « Ne saisir le mot que s'il brûle ». Et voilà, et Schubert, je pense qu'il choisit uniquement la note qui est nécessaire. Pour moi, c'est irremplaçable. Alors, de Schubert à Beethoven. De Schubert à Beethoven. Mais Schubert, il y a la dimension aussi du compagnon d'infortune. Oui. Donc, quand vous dites il console, Oui. je ne suis pas tout à fait sûr. Il se console peut-être aussi lui-même avec ses musiques. On voudrait être consolé, mais c'est souvent un abîme. Et plus on a l'impression qu'il est lumineux, plus le désespoir augmente au fur et à mesure des mesures de la partition. Et donc du déroulement. Et donc c'est vrai que c'est une musique qui n'est pas joyeuse, en tout cas celle qui... Il y a de nombreux leaders qui ont été magnifiquement chantés par notamment Dietrich Fischer-Dieskau, et ça raconte toujours un bonheur qui a disparu, mais il y a longtemps. Au moment de l'action, le bonheur n'est plus là. Alors, il avait peut-être besoin de remonter en selle, et puis c'est vrai qu'il y avait l'ombre tutélaire de Beethoven, et c'était difficile d'exister, et pourtant il l'a fait, et de manière exceptionnelle. Et justement, dans des registres où Beethoven avait tellement de mal à s'exprimer, la mélodie, par exemple, le lied, Beethoven en a écrit de merveilleux, notamment An die ferne Geliebte, mais c'était difficile, il lui fallait beaucoup de temps, et puis il a fait quelques mélodies, alors que Schubert en a fait 600. Là, il a affirmé sa puissance de l'infortune. Beethoven, vous avez dit tout à l'heure l'arrêt brutal, alors que c'était, puisque le bicentenaire, c'est la 250e année. 250e année, oui. Donc le prochain centenaire, je crois qu'on ne sera pas là. Donc cet arrêt brutal. Comment vous avez repris les concerts? Est-ce que vous aviez peur d'oublier en scène? Oui, c'était une dimension, j'allais dire, purement pratique. Oui. Comme je disais au tout début, dans l'introduction, c'est une drogue. Oui. Donc on fonctionne avec un certain rythme, avec un certain régime de concert, de travail, souvent harassant, et tout d'un coup, un vide. On pourrait se dire, comme vous avez dit tout à l'heure, et c'est vrai dans un certain sens, il y a cette chance incroyable que tout d'un coup, on a du temps. On a le temps pour nous. Mais le temps se remplit de vide en même temps. Et quelquefois, j'avais beaucoup de temps devant moi, j'étais incapable de travailler. Alors j'aurais pu me jeter sur telle partition, faire ceci, tout ce que j'avais voulu faire depuis des années, que je ne pouvais pas à cause du rythme des concerts. Oui. Mais en fait, voilà, il y a ce vide qui a été très pesant. Alors au-delà, comme vous disiez aussi tout à l'heure,
d'un certain plaisir immédiat en se disant voilà, les animaux reviennent, on a du temps, on n'est pas sous pression, on n'a pas la pression parce que l'interprète est aussi sous pression. Mais ce temps, il est subi quand même. Et le temps, et voilà, Il est c'est ce qu'on disait tout à subi, l'heure. c'est Je pas un n'ai choix. pas choisi ce confinement, je n'ai pas choisi ce congé sabbatique. Voilà. On me l'a imposé. Voilà. Et donc voilà, j'ai eu peur quand je suis revenu. C'est vrai que je me souviens d'un concert particulier, un des premiers quand je suis revenu sur scène après le confinement. Où je devais jouer un concerto de Mozart que j'avais joué une bonne vingtaine de fois, et j'arrivais pas à le mémoriser. Donc C'est terrible. Mais c'était terrible, dérisoire et terrible en même temps. C'est-à-dire que c'était dérisoire et énorme. Parce que c'est une musique qui n'est pas compliquée à mémoriser. Sa difficulté est autre, totalement autre. Et donc j'ai dû prendre la partition, ce qui m'a gêné dans mon interprétation, parce que j'étais obligé de regarder la partition au lieu d'être dans le monde intérieur, comme l'acteur qui dit les grands textes. Voilà. Oui, c'était difficile, j'ai eu peur. Et puis c'est revenu assez rapidement, curieusement, plus rapidement que ce que je redoutais. Les premiers concerts étaient, voilà, est-ce que je vais être capable de le faire, est-ce que je peux le faire, et puis est-ce que j'ai oublié, et puis finalement ça revient. Alors moi j'ai une question vraiment profane. À votre niveau, une fausse note peut arriver au meilleur. Comment on repart en public lors d'un concert? Est-ce que c'est explicable? Est-ce que même moi, je le sais, je ne sais pas. Non, mais comment vous surmontez la fausse note? Ah, mais ça, c'est... Alors là, vraiment, je reprends la comparaison avec l'acteur. Oui. Combien de fois on a été au théâtre voir les plus grands? Je me souviens encore de Michel Bouquet, avec des mots qui fourchent. Voilà, la langue fourche et les mots s'inversent. Et moi, je l'entends, mais en fait, c'est comme s'il continue. Et il n'y a pas de problème, tout va bien. Et on a compris la phrase, même si le mot n'est pas le bon. Et bien nous, c'est la même chose. On a nos tricks, nos trucs. C'est-à-dire, on continue. Et en fait, la pensée continue. C'est-à-dire, il y a l'accident, quasiment inévitable. Bien sûr. Même s'il est infime. Voilà. Et puis, mais la pensée continue et j'allais dire, la pensée qui se prolonge dans le physique. Et donc, ça continue et on surmonte. Après, il peut y avoir de plus grosses défaillances, mais on n'espère pas que ça nous arrivera. Je crois que c'est Beethoven, peut-être je me trompe, qui disait qu'une fausse note était sans conséquence, mais de jouer sans passion était impardonnable. Ah ben voilà. Ça c'est sûr. Et c'est exactement ça. L'idéal, c'est de ne pas faire de fausses notes et d'être dans la passion. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal vers lequel on tend et qu'on n'atteint naturellement jamais. Alors, une question, François-Frédéric. Tout à l'heure, je demandais à Gaël Josse, réapprendre à écouter. Comment ça se passe pour un musicien qui décide de jouer les sonates de Beethoven, par exemple, qui ont été jouées, enregistrées des dizaines, des centaines de fois? Comment ça se passe? Parce qu'il faut faire quelque chose de neuf, malgré tout. Il faut repartir vers cette mais on n'y musique. pense pas à ça. Quand je prends la partition des 32 sonates de Beethoven, je ne me dis pas je vais faire quelque chose de neuf. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'entrer dans la partition. Et à travers le prisme de ce que j'ai fait avant, une certaine acuité, comprendre en fait ce qu'il y a derrière les notes. C'est ce que disait mon mentor Léon Fleischer, un immense pianiste américain, aujourd'hui disparu. Et il prenait la page, par exemple, d'une partition, et puis il regardait comme si on pouvait voir dans la tranche ce qu'il y avait derrière les notes. Et c'est ça, parce que ce ne sont que des signes, ce ne sont que des signes cabalistiques sur un morceau de papier, mais si on ne leur donne pas vie et qu'ils ne prennent pas de sens, ce n'est rien. Et donc, il y a on entre dans la partition simplement avec humilité, mais avec détermination pour en saisir l'essence. Avec modestie, mais en même temps pas trop modeste non plus, parce que sinon on reste à l'extérieur. Donc il faut vraiment avoir le courage d'ouvrir la porte et d'entrer. C'est difficile. Mais je voulais rebondir juste une seconde sur le silence. Qu'est-ce que le silence dans la musique? Il y avait cette anecdote de Sacha Guitry, qui disait qu'à la fin d'une œuvre de Mozart, le silence est encore de Mozart. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, par exemple, la sonate de Liszt pour piano commence par un silence. C'est-à-dire que la première note arrive sur le deuxième temps. Et donc, on commence par... Et il n'y a rien.
Et ça, c'est quand même un geste musical d'une force. C'est beaucoup plus important que s'il avait fait un tourbillon ou un trémolo. Ou... Il commence par... Et il n'y a rien. Le néant, le vide. Et seulement le deuxième temps, il y a une note. Voilà. Et donc, il aurait pu jouer cette note sur la partition, il aurait pu la mettre sur le premier temps. Mais non, il la met à contre-temps avec un silence. C'est juste une toute petite anecdote pour montrer à quel point le silence, et dans les grandes sonates de Beethoven, le mouvement lent de la Hammer-Clavier, ou des choses comme ça, des grandes sonates de la fin, le silence fait jaillir la note suivante. C'est-à-dire l'idée, la musique vient du silence. Et le silence doit être vécu, c'est pour ça que le silence n'est jamais vide. C'est pas le vide de l'espace où on n'entend rien. Le silence, il annonce, il prépare, il termine et il prépare la suite. Et donc, en ce sens, il est vraiment essentiel. On a souvent entendu dire, on entend encore à dire que la musique contemporaine peinait à trouver son public. Je ne sais pas si c'est encore vrai. En tout cas, dans votre dernier enregistrement, Révolution, vous mettez en miroir finalement la musique de Debussy et celle de Tristan Muraille. Est-ce que cela veut dire que le retour à l'existant est nécessaire pour repartir de l'avant ? C'est une vaste question. D'abord, il y a cette histoire de musique contemporaine. Je pense que c'est un malentendu. Il y a la musique. Il y a celle qui est écrite dans notre temps et la musique ancienne. C'est un peu comme ici. On joue la musique, on entretient le musée, le grand musée des compositeurs, comme des livres, mais on est acteur de la création. Donc on part de l'existant, effectivement, mais pour aller vers l'inouï. Et c'est l'idée du disque. Et Debussy, déjà en son temps, présente l'inouï, avec son premier prélude du second livre, Brouillard, qui est en fait qu'une comptine enfantine, vraiment en do majeur. Il met plein d'arpèges avec des bémols. Et donc tout est brouillé. C'est ça les brouillards de Debussy au début. C'est que la musique habituelle est brouillée complètement. Et donc il part de l'existant et il va vers l'inouï. Mais Muraille fait la même chose. Il se revendique volontiers de Liszt, Scriabine, Debussy, Messiaen, son mentor. Mais il va vers une musique totalement inouïe, mais qui n'est pas déconnectée. C'est pas la politique de la terre brûlée. Comme on a pu quelquefois l'avoir, disons, après la guerre, par exemple, où il fallait inventer quelque chose à partir de rien. Une radicalité, ça s'est vu aussi en peinture, ça s'est vu dans les mots, chez certains auteurs, une radicalité. Et là, maintenant, on est plus dans l'accomplissement. Et c'est ce que réussit, l'exploit incroyable que réussit Tristan Muraille. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre Debussy, Liszt, Scriabine, Muraille. C'est de la musique. C'est la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique. C'est-à-dire la musique savante portée à un degré de beauté, en fait, inouï. Justement, je vais passer à André Markovitch, qui est traducteur, mais André a traduit tout Dostoïevski, parce qu'André a voulu, il ne traduit pas des morceaux, il traduit tout, et en même temps il a une maison d'édition qui s'appelle Mesure, où grâce à lui nous découvrons des auteurs que nous ne connaissons pas, qui sont de très belles traductions, on y reviendra. Quand vous traduisez par exemple Dostoïevski, c'est entrer dans le personnage de l'auteur lui-même et dans les personnages de l'auteur. Où se situe la grosse fatigue, le point de grosse fatigue? Parce qu'on fatigue à un moment. On fatigue pas du tout. Tu travailles sans cesse, vous travaillez sans cesse. Absolument, tu fatigues pas, parce que la première chose qui est miraculeuse comme sensation personnelle, c'est d'être en contact avec une chose pareille. Oui. Je pense que c'est aussi la même chose que pour l'interprète. C'est-à-dire que rien que d'imaginer que quelqu'un a imaginé ça, c'est en soi quelque chose d'extraordinaire. Et après, pas d'imaginer, mais de comprendre comment ça marche. Oui. On se sent privilégié de pouvoir faire ça. C'est un truc absolument incroyable. Ça, mais strictement personnel. Ensuite, il y a une autre chose. C'est pas du tout le personnage. Et Dieu me préserve que ce soit l'auteur. Parce qu'il y a une différence radicale entre Dostoïevski, écrivain, et Dostoïevski, auteur, journaliste.
Dostoïevski, homme, journaliste, était un réactionnaire, un antisémite, un barbu, Oui. un fou furieux, un nationaliste russe, radicalement détestable. Et plus le temps passe pour moi, plus les articles de Dostoïevski sont radicalement insupportables. Parce que finalement, ce nationalisme russe, il est là, en ce moment. Et donc, j'ai surtout pas voulu traduire les articles de Dostoïevski. Mais il se trouve que le journaliste Dostoïevski est le bouffon de l'écrivain Dostoïevski. C'est-à-dire que les idées de Dostoïevski, journaliste, sont dans les romans de Dostoïevski exprimées non pas par Mishkin, par Rogojin, par les Alyosha Karamazov, etc., mais par exemple dans l'Idiot par les Bedev. C'est-à-dire qu'il y a des citations des articles de Dostoïevski sur la malédiction de ce que c'est que la modernité, dans ce que dit les Bedev sur la malédiction des trains. C'est des citations notamment. Et c'est des articles qui sont écrits. Voilà. Dostoïevski, juste, et Dostoïevski, comment vous dire, n'est pas l'homme de Dostoïevski qui écrit, l'auteur des romans, n'est pas Dostoïevski qui était le mari de Madame Dostoïevski, oui, et ainsi de suite. Même si, naturellement, le jeu, par exemple, est très important, même si l'image de l'épilepsie est différente. Mais pourquoi l'image de l'épilepsie est importante chez Dostoïevski? Pas ça simplement parce que l'idiot est malade, mais parce que l'image de l'épilepsie chez Dostoïevski est l'image de l'apparition de Dieu et de la beauté. C'est-à-dire que toute la vie, on est oppressé par le monde, par plein de choses, et, dit Dostoïevski, les idées se collent dans le cerveau, se collent. Et d'un seul coup, en une seconde, il y a une espèce d'illumination. Parce que Dieu est toujours trop, la beauté est toujours trop. C'est ce que dira Rilke, jeder Engel ist schrecklich. Chaque ange est terrifiant. Et c'est ça, Dostoïevski. Et après, il y a cette chute. Donc, moi, en plus, ce que j'ai traduit dans Dostoïevski, c'était ça, évidemment, c'était ça, mais c'était la langue, la poésie de Dostoïevski. Oui. Oui. C'est-à-dire, pas le roman. Je ne sais pas ce que c'est que le roman russe. Ça n'existe pas, le roman russe. Dostoïevski et Tolstoï n'ont strictement rien à voir. Deux barbus, quand même. Il y en a un qui était plus antimilitariste que l'autre. Hein, mais bon, c'était pas Dostoïevski qui était antimilitariste, malheureusement. Mais bon, mais voilà. André, je voulais vous poser aussi une autre question. Quand on traduit, parce que par exemple dans l'appartement que vous avez écrit, c'était l'appartement de votre grand-mère à Saint-Pétersbourg, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire, c'est venu d'une autre chose. L'appartement est c'est venu... revenir pour vous que de repartir, voilà. Non, oui, j'ai écrit ça parce que, enfin, il y a une anecdote, hein, c'est que, ce qu'on disait, c'est que il y a des écrivains, et moi j'en fais partie, qui n'écrivent que sur un lieu. Oui. Moi, en gros, c'est 20 mètres carrés d'une chambre d'un appartement communautaire qui était celui de Leningrad de ma grand-mère. Et j'ai absolument pas besoin du reste du monde. Oui. Le reste du monde, je le dis très sérieusement, ne m'intéresse pas du tout. Parce que, rien que dans ces 20 mètres carrés, il y a largement de quoi remplir 40 vies. Et voilà, il y a des gens comme ça qui écrivent, Françoise Morvan par exemple, elle écrit que sur sa maison natale. Oui. Voilà, bon. Mais Faulkner, d'une autre façon, n'écrivait pas que sur... voilà. Bref, c'est pas la question. Et donc, à un certain moment, ça a disparu, et j'ai racheté un appartement, quand j'ai pu. Et pour toutes sortes de raisons, j'ai pas vécu dans cet appartement, et je l'ai vendu. Et en fait, tout mon travail, tout notre travail, c'est sur la différence entre le lieu physique et le lieu mental. Le lieu physique,
à force, même s'il est à la source de toute notre vie, le lieu physique tue le lieu mental. Parce que le lieu physique aussi vieillit, alors que le lieu mental, par essence, ne vieillit pas. Et que tu ne peux pas écrire, que tu écris sur le vieillissement, mais tu ne peux pas écrire sur ce qui est vieux, je veux dire, dans ta tête. Parce que nous, on n'est pas vieux. C'est les autres qui sont plus jeunes que nous. Voilà. Et donc, et la chose étrange, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont plus jeunes. Voilà. C'est une chose. Tu ne comprends pas comment ça se fait. Mais ça se fait comme ça. Bref. Et donc voilà. Et j'ai écrit ce texte comme une seule phrase, en mêlant des traductions et des textes à moi, en décasyllabes, c'est-à-dire en pentamétre iambique, c'est-à-dire dans un vers qui n'existe pas. Qui existe en russe, qui existe en allemand, qui existe en anglais, dans lequel je traduis, mais qui en français n'existe pas, mais dans lequel j'écris. Parce que ce qui compte, c'est justement d'être dans l'entre-deux. Et le seul lieu réel, c'est le lieu que tu crées par la langue, par ton travail d'écrivain. Alors justement, vous aussi, vous avez une musique dans votre façon d'écrire. Je crois que c'est ça. Ouais, cet aller-retour permanent entre la langue originale et sa traduction. Et bon, je connais un petit peu, pour vous avoir entendu déjà dire des vers, qu'ils soient en russe ou dans une autre langue, et une façon très particulière de les vivre, de les ressentir et de les faire sonner, de les faire chanter finalement. Ce travail de traduction, est-ce que c'est avant tout un travail d'oreille ? Mais comment dire ça ? On ne peut pas couper l'oreille, ou couper la tête, ou couper le cœur. C'est un travail de tout. Si c'est pas organique, c'est pas un travail. Évidemment que c'est un travail d'oreille, mais c'est pas que un travail d'oreille. C'est-à-dire que si à chaque instant, la chose n'est pas absolue... Qu'est-ce que ça veut dire organique ? Ça veut dire... Comment ? Multiple et finalement imprévisible. Finalement incompréhensible. Tu comprends comment ça marche ? Mais au bout du compte, c'est quand même surprenant. Ouais. On n'entend pas le jaillissement. Voilà. Mystérieux. Et c'est le propre de toute chose vivante. Pas que de la littérature, de toute chose vivante. Et donc, évidemment, l'oreille est première, mais pas que. La tête, les souvenirs, mais rien que le geste, le papier, tout est aussi important. Alors moi, je vais vous demander de me réciter un de vos poèmes avec la cadence que vous mettez dans le rythme. Ah, j'ai pas... Par cœur, quelque chose comme ça. Non, En russe, peut-être. Non, mais en russe... il y a, si tant qu'à faire, comment dire, il y a dans les bouquins de mesure un truc qui s'appelle orbe. Je ne l'ai pas pris, mais bon, c'est pas grave. Non, mais... C'est pour voir le rythme, comment vous faites le rythme. Parce que vous repartez à chaque fois, et en même temps, on a l'impression que ça va s'arrêter, et ça repart. Ah, oui, non, ça, voilà. D'accord. Oui, mais ça, c'est tout simple. La porte était restée fermée, les murs n'avaient pas ondulé non plus, mais elle, on aurait dit comme par effraction, ou justement sans effraction aucune, un cycle des poumons, oui, juste un souffle, peut-être pas assise, car pour dire assise, j'aurais dû la regarder, ou même un peu tourner les yeux vers elle, était dans les parages du fauteuil, au sens où c'est de là que me venait la sensation de la présence d'une source, pas d'énergie, mais au contraire d'aimantation. C'est le truc, c'est le yang, c'est ta 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 ta, et là t'as un rejet d'une source, parce que le mot essentiel c'est la source. Voilà, c'est même un peu un effet un peu trop gros, quoi. Mais d'aimantation. Et là t'as 4 syllabes, t'as la césure du décasyllabe, parce qu'un décasyllabe ça a une césure 4-6 ou 6-4, mais jamais 5-5.
parce que c'est un vers construit sur le déséquilibre. Oui, comme en musique. Hein. Ben voilà, c'est la différence carrure, fondamentale. ce qu'on appelle la carrure. Voilà, c'est la différence entre l'alexandrin et c'est 6-6, c'est absolument absolument symétrique, sauf après. Mais voilà, et le décasyllabe. Et là, du coup, le mot essentiel, c'était l'aimantation. Parce que dans l'aimantation, il y a il y a l'aimant, et il y a l'amant, et il y a le fait d'aimer, Oui. et il y a le fait de l'attirance. Et donc le mot résonne d'une façon, si on veut, si on fait attention. Oui. Enfin bon, bref. C'est ça. Et voilà, et ça marche, et tout marche comme ça. Et en musique aussi. Voilà. Et donc, quand on repart, André, après je passerai la parole à Virginie, quand on repart, c'est-à-dire qu'on a fini une traduction, on va repartir vers une autre traduction. Est-ce qu'on a ce sentiment de ne pas avoir envie de recommencer? Mais non, on Tout a de le suite. sentiment de ne pas savoir. De ne pas savoir. Et c'est ce qui peut être l'arrêt? Ou il n'y a pas Bah, d'arrêt? c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt naturel. Et la seule chose, mais ça après c'est des choses très personnelles, je ne vais pas parler de ça, mais la seule chose c'est de savoir attendre. Vous saviez. Enfin, mais là, pour le coup, Shakespeare, il a quand même... readiness is all. Le fait d'être prêt est tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Tu attends. Et il y a des... Moi, j'ai commencé à publier des textes réellement, à écrire, à sentir que ce texte-là pouvait être lu quand j'ai eu plus de 40 ans. En fait, à la mort de mon père, 45 ans. Voilà. Mais j'écrivais tout le temps avant. Mais il fallait attendre. Vous êtes, comme vous savez, que je vous le dis souvent, un possédé de tout ça. Mais en même temps, ça fait du bien de tout ça, c'est magnifique. Je reviendrai à Gaël tout à l'heure pour lui poser une question. Mais Virginie, je te laisse déjà nous dire un peu ce que tu as entendu. Bon, on est tout à fait dans le fait de repartir, mais en même temps, avec chacun, ses moyens, je dirais. Ouais, moi, ce qui m'a frappé là, c'est par rapport au vocabulaire, c'est que ce soit écoute, inouïe, interprétation, silence ou écoute organique. Je me dis, ça veut pas ne pas me renvoyer à cette pratique quand même, enfin, c'est le silence, la musique de chacun, tout est interprétation. Après, c'est difficile, je ne m'attendais pas à cette question, bien sûr, Oui. avec toi ça ne m'étonne pas, merci. C'est pour ça que j'aime. Et voilà, donc, oui, comment repose une question plus précise. Alors, j'ai une si tu veux question bien, très oui. précise. En tant que psychanalyste, parfois le psychanalyste lui-même est dans une période d'arrêt. Il continue d'aider son patient quand même. Qui porte l'autre à ce moment-là pour remonter en scène? Voilà. Là, ça me renvoie à une citation, mais je ne sais plus de qui, je suis un peu embêtée, mais c'était la psychanalyse, c'est un lieu où il y a deux personnes, où il n'est question que d'un. Oui. Hein, et c'est vrai que c'est très étrange parce que finalement, on est quand même dans l'effacement. Hein, et moi, j'ai un certain plaisir à ça. Et pour donner vivre, et en même temps je suis aussi active dans le sens où l'analyse, l'écoute analytique est très active. Et justement, tout ce vocabulaire musical, moi j'y tiens vraiment, hein, parce que de la même façon l'écoute, quand j'entendais parler écoute organique, effectivement, moi j'écoute avec mon corps entier, enfin présence, on écoute avec le regard, on écoute avec la sensibilité. Et là, ce qui a pu se passer effectivement à la faveur de ces confinements, de ce Covid, c'est que curieusement, je ne me suis pas arrêtée de travailler à ce niveau-là. J'ai accepté de faire, parce que ça s'est posé comme ça, j'aurais jamais pensé le faire avant, un travail par, je déteste le mot là, comment on dit, visionnel, distanciel, Oui, ça fait, oui. enfin, voilà, visio, voilà. Et je l'ai fait, et donc j'étais extrêmement existante en tant qu'analyste. J'étais présente, et beaucoup plus présente que jamais. Et finalement, je crois que derrière ça, je me suis complètement plus que jamais aussi effacée en tant que personne. Et là, il y a eu quelque chose comme ça où cette période-là, effectivement, et je pense que la question que tu poses, c'est vraiment sens. C'est qu'en effet, à un moment, je me suis... ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Moi, j'en suis pas remise du confinement. Je veux dire, vraiment, je crois que j'ai envie, justement, il ne s'agit peut-être pas de remonter en selle tout de suite, que d'abord
se rassembler et puis pouvoir reprendre, enfin, comment marcher, réapprendre à marcher peut-être autrement. Mais c'est vrai dans ce que tu dis qu'en effet, je crois que j'ai une espèce de passion vraiment merveilleuse pendant tout ce moment où moi je me sentais un peu diluée, oui, j'ai presque un peu de mal à le dire, je suis un peu gênée parce que je veux dire, en plus j'ai quand même payé pour ça. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, c'est aussi ce travail qui me maintenait en vie, parce que c'était aussi maintenir en vie et donner vie. Et j'avais un sacré pari aussi, c'est de permettre à ces personnes de vivre malgré tout, avec tout ce qu'ils pouvaient parce que c'est une époque, alors peut-être pas pour tout le monde, mais quand même de remonter de l'inconscient, et donc très. Mais je crois aussi qu'on a nos périodes hors confinement, d'arrêt. Oui. Gaël Josse, d'ailleurs je vais repasser la parole, dit il faut se départir de soi. Oui. Pour pouvoir reprendre le temps de se retrouver. Mais ça, c'est presque permanent. Enfin, je veux dire, il y a toujours, entre ce qu'on dit départir de soi, peut-être qu'elle me redira oui, ce que je veux dire. Oui, mais là, c'est vrai que c'est comme il y a remonté en selle, je me disais effectivement par rapport au confinement. Oui. Mais c'est vrai que c'est pour dire tout le temps comme ça. De toute façon, on ne vit pas sans l'autre, enfin, qu'il soit présent physiquement ou même qu'on est seul justement dans une chambre. Effectivement, on n'a pas besoin d'être en présence de gens, mais on est en connexion. Et combien de temps on peut rester hors retour dans une société aussi rapide que la nôtre sans être complètement effacé? Est-ce qu'on peut garder sa place? Moi, je crois qu'il faut la réinventer vraiment, parce que cela dit, l'accélération, je trouve ça vraiment insupportable. Je suis jamais objective, mais j'ai presque envie de l'être. Il y a quelque chose de fou, et justement qui va nous interroger pour trouver chacun notre rythme. Voilà, et donc prendre ces occasions-là, je disais, ben oui, quel est mon rythme, et continuer à exister, se réinventer, et que ce ne soit pas que des mots, que ce soit vraiment dire, oui, exister. Et c'est pour ça que la nature est toujours émerveillante, mais ce n'est pas un discours, la nature. Oui. Le coquelicot est très à la mode, mais ça m'agace presque, parce que je veux dire, il est là, il insiste avec le temps, il est vraiment émerveillant. Donc ce serait vraiment chacun retrouver le coquelicot en nous, enfin, ou la glycine, enfin, moi j'aime le coquelicot, mais c'est... Donc le temps, je crois qu'il faut cesser de le chronométrer. C'est plutôt vraiment la persévérance dans l'être, en effet. De nombreux artistes, face à une impossibilité de s'exprimer, ont eu recours à la psychanalyse. Oui. On prend le seul exemple de Claudio Arrau, cet immense pianiste chilien qui a donc suivi une psychanalyse à un moment donné de sa vie, qu'il a suivi, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. Alors, cette psychanalyse, c'est le moyen qui permet de réentendre sa propre partition pour aller vers celle de l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se retrouver, il s'agit d'aller vers l'autre. Comment se fait ce passage de témoin finalement. Ce qui est intéressant, c'est que la psychanalyse, pendant longtemps, il y avait de bonnes raisons pour ça d'ailleurs, selon les pratiques, elle était redoutée en disant effectivement, si je fais une psychanalyse, j'aurais plus aucune créativité, mais de la même façon, on pourrait dire aussi, là ça m'amuse de le dire, ben, si j'arrête de boire aussi, j'aurais plus voilà, le génie, c'est pas la boisson, c'est pas le génie ou le talent, on l'a par son travail, et c'est vrai, et moi je suis toujours très touchée de voir effectivement des artistes, l'un des plus connus, des premiers c'était Beckett, qui effectivement ont fait ce travail analytique, qui est une façon oui, quand tu dis partition, c'est vraiment ça, on écrit sa partition, mais c'est-à-dire nous-mêmes, pour pouvoir inviter l'autre à écrire la sienne, parce que moi j'aime pas l'expression de je me fais psychanalyser ou je suis psychanalysée, non, mieux c'est une façon d'être au monde, une façon d'être à l'écoute du monde, et à l'écoute du monde effectivement à travers soi, de trouver des accords, de trouver, et donc déjà que quand en tant qu'analyste on a fait ce travail comme ça, de se mettre à l'écoute et d'écrire, en effet, donc dire oui, merci, écrire notre partition, c'est une invitation, donc c'est presque naturel en fait dans l'écoute, la personne effectivement je crois qu'elle était aussi inspirée par ce que l'on a vécu que par ce que l'on peut dire. Enfin, c'est pour ça qu'il y a les silences en psychanalyse, bien qu'avec le distanciel, c'est ça qu'on dit. C'est une grande difficulté du silence, donc la pratique n'est pas du tout la même et c'est assez épuisant pour ça. Mais je crois que voilà, on est l'analyse, être en analyse, c'est effectivement être en analyse avec quelqu'un qui l'a été, puis à son tour
soi-même, et puis c'est s'ouvrir à l'autre. Enfin, c'est vraiment s'ouvrir à l'autre. C'est pas s'enfermer dans c'est une façon d'être au monde et d'écouter sa musique intérieure et de faire confiance à ça, sachant qu'il y a des moments où on a des grands trous aussi, bien entendu. Merci pour la question. Voilà. Gaëlle, je voulais vous poser une question sur Viviane Maier. Viviane Maier ne possédait rien, vous dites, sauf la liberté de prendre des photos dans la rue de gens aux vies difficiles, et elle rentrait. Alors vous dites, c'est une magnifique perdante dans votre livre. Qu'est-ce qu'une magnifique perdante? Voilà. En fait, je suis très touchée par tous ces destins un peu à la fois sublimes et terribles. Toutes ces artistes, tous ces êtres qui sont passés, je ne sais pas s'ils sont passés à côté de leur destin, parce qu'ils ont eu un destin, mais qui ont été des perdants de ce qu'on appelle, ce mot horrible, de la vraie vie, et qui, dans l'anonymat, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans tout ce qu'on veut, ont été des génies, des créateurs, des gens qui ont donné vie au sublime, qui ont eu cette écoute de la vie, cette écoute du monde absolument extraordinaire, et dont on n'a jamais rien su, et dont peut-être un jour on a découvert beaucoup plus tard tout ce qu'il nous avait donné. Donc je suis très touchée par tous ces destins. Voilà, c'est Van Gogh, c'est Viviane Maier, c'est Schubert. Et en fait, j'avais très envie un jour d'écrire un livre sur ces perdants magnifiques. Et j'en avais comme ça un certain nombre en tête. Et puis, il y en a une qui s'est détachée parmi les autres. Et finalement, j'ai laissé tomber les autres, tout du moins sur le plan littéraire. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire, en effet, d'une invisible qui a passé sa vie à la remplir de la vie des autres et à saturer peut-être le vide, le manque de sa propre vie. C'est quelqu'un qui a vécu de manière très, très solitaire, très secrète, complètement effacée, vraiment l'ombre de la rue, sans rien posséder, à saturer sa vie de celle des autres, et avec cette insatiable, cette inlassable curiosité du vivant. Voilà. Elle remontait en selle tous les jours presque. Absolument, ouais. Et je trouve ça très, très touchant aussi, que ce destin, cette vie difficile, avec une histoire personnelle difficile, une enfance complexe, des parents complexes, fratrie, voilà, une histoire familiale terrible, pleine de déni, de violence, de secrets, enfin, bref. Elle est gardée toute sa vie, cette curiosité de l'autre, du visage de l'autre, de la vie de l'autre, et à chaque cliché, à chaque photo, nous raconter un destin avec cet art qui, pour moi, est peut-être l'art majeur, c'est l'art du portrait. Voilà. Soit sur les portraits de Rembrandt, de Van Gogh, du Titien, de Lucian Freud, de Francis Bacon. Le portrait, c'est le visage, et le visage, c'est qu'est-ce que la vie a fait de nous, finalement. Et tout ça, à un moment, c'est écrit sur notre peau. Oui. Et arriver en un cliché, pris à la volée, comme ça, dans la rue, dans des conditions pas forcément faciles, arriver à approcher l'autre avec cette proximité, cette vérité, pour raconter son histoire, je trouve ça absolument extraordinaire. Vous dites aussi, j'ai voulu écrire un livre comme une main posée sur l'épaule. On a toujours besoin d'une main posée sur l'épaule, je pense tous. Toujours, tout le temps. Oui, ça c'était... c'est quelque chose d'un jour que j'avais dit à mon éditrice. Oui. On s'était rencontrés alors que j'étais en train d'écrire mon avant-dernier texte là, ce matin-là, qui est l'histoire d'une chute et puis d'une renaissance. Et voilà, c'est quelque chose que je lui avais dit comme ça, et elle l'avait gardé en tête, et elle avait souhaité que ça figure sur le livre pour l'anecdote. C'est une très belle phrase qui aide beaucoup, je pense, à repartir, à revivre. Voilà. On l'espère, on ne sait pas ce que la littérature, on ne sait pas ce que la musique, ce que l'art, on ne sait pas ce que ça donne à chacun. On aimerait avoir ce pouvoir démiurgique, d'être
un guérisseur, un chaman, Oui. un grand réparateur, un grand consolateur. On aimerait avoir ce pouvoir de guérison. Voilà. On peut juste tendre la main et puis si quelqu'un la prend, c'est déjà le miracle. Et je crois que c'est pareil avec Oui. la musique. Oui. À quel moment ça va nous toucher, Mais c'est ça va exactement ce que disait nous André. raconter. Ce que disait André Oui. tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment le mystère du... Oui, vivant. Oui, on connaît le processus, mais on ne sait pas exactement en vrai comment ça marche vraiment. Oui, à quel moment et Quel pourquoi moment il y a à un qui miracle. Ça, voilà, et la quantité de bonheur ou de réparation que ça peut apporter à chacun. J'ai vu justement à Vienne, j'étais à un concert. J'aime la musique par émotion. Je suis nulle en musique, mais j'aime la musique par émotion. Mais je peux C'est pleurer, antinomique, déjà, je peux ces deux pleurer phrases. dans une salle en écoutant un concert. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de guérisseur aussi dans tout ça. Est-ce que vous en êtes conscient quand vous... C'est ce que disent beaucoup d'auditeurs qui viennent après, qui disent « ça m'a bouleversé, ça m'a fait tellement de bien », alors, soit qu'ils soient dans une période difficile, ou pas d'ailleurs, mais ça m'a fait tellement de bien. Mais c'est vrai que c'est très mystérieux. Oui. Et encore une fois, nous, on ne monte pas sur scène, on n'a pas ce but. Oui, bien Ce serait sûr. d'une De faire incroyable prétention, Oui. outrecuidance, ou quoi, de dire « Ah là là, je vais les guérir, ils vont être bien après. » Non, on n'y pense pas, mais il faut garder justement cette part de mystère, de magie. C'est de la magie. C'est-à-dire que il se passe quelque chose, c'est la même chose quand on lit un texte fondateur ou quelque chose. Il se passe quelque chose de l'ordre du mystérieux, de la magie. Il faut garder, il ne faut pas chercher à expliquer. Et chacun, comme vous le disiez, prend sa part. C'est prendre la main, qui est tendue par la musique, par l'art en général. Mais c'est pas facile de prendre. Quand on tend la main, des fois les gens aussi, les personnes ne la saisissent pas. Oui. Et surtout dans notre société. On parlait toujours de cette espèce Oui. d'obsession de la société, de la vitesse, Oui. Ça va trop vite, on consomme. Les gens se plaignent d'être de plus en plus pauvres, mais ils achètent tellement de choses en même temps. Pourquoi ils achètent toutes ces choses ? Il y a une espèce de course à l'achat permanent. Et tout ça, ça nous parasite. Ça Moi, le remplit premier, le vide. mais justement, quand on commence à faire une réflexion là-dessus, et revenir à l'essentiel, revenir aux choses, aux émotions. Je parlais d'émotions, Justement, mais oui. l'émotion, c'est pas juste un concept, c'est l'essence de Bien sûr. de notre être. Bien sûr. Donc, Et je suis persuadée de toutes les façons qu'à force d'aller tellement vite, nous finirons par ne plus pouvoir suivre certains. Et on est dépassé, pas parce qu'on n'a Oui. pas envie de repartir, mais parce qu'on ne peut plus repartir, on ne peut pas suivre. Oui, et juste pour revenir sur cette histoire de confinement, Oui. la bonne chose qu'on a vécue la seule bonne chose, c'est justement nous, par exemple, dans cette carrière musicale, où on prend les avions, c'est pas très écologique d'ailleurs, on va à l'autre bout du monde, etc. On n'arrête pas, puis d'un coup, rien. Et le néant. Donc là, on peut en profiter pour réfléchir, prendre du temps. Mais quand même, c'était une période difficile. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, c'est pas fini. Moi, j'ai pas fini le confinement. J'ai des concerts, mais c'est pas terminé. Ça nous a tellement bouleversés, personne n'aurait imaginé ça. En plus, ça se télescope avec des problèmes géopolitiques. Finalement, on avait l'impression qu'on était bien, notre génération. On s'est dit, mais quand on pense à ce qu'ils ont vécu avant, dans les appartements communautaires, ou encore avant, la guerre, et puis on se disait, on a une période incroyable de prospérité, on a le temps, on a l'opportunité, et puis tout d'un coup, une épidémie mondiale, ça s'arrête partout. Inimaginable. C'est l'inimaginable, c'est ça. Et puis tout d'un coup, on entend que la guerre n'est pas si loin. Je ne pensais pas que c'était possible. Enfin, je croyais qu'on avait vraiment réglé cette question. Et ça recommence encore.
Puis voilà. Et puis il fallait aussi accepter de ne plus être dans la toute-puissance, dans la maîtrise, Oui, dans la seule puissance de notre envie, de notre la désir. béquille de la puissance. Voilà. Moi, à un moment, c'est pas nous qui décidons. Et Non, c'est difficile à accepter. Oui, c'est difficile à accepter. Puis là, il y a une peur aussi. Oui. Hein. On sent que peut-être dans 100 ans, s'il y a encore des êtres humains pour en parler, on dira, mais c'était une époque, en 2020, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement. On ne croyait pas que c'était possible, mais il y a eu cette épidémie, puis il y a eu ces bruits de bottes, ce nationalisme, en plus avec les contradictions de notre époque. Par exemple, on voudrait être de plus en plus écologique. On voudrait, alors évidemment, les avions, on sait que c'est ce qui pollue le plus, une des plus grandes pollutions. Mais en même temps, si on arrête de voyager, les gens se replient sur eux-mêmes. C'est le nationalisme. On va pas voir les cultures, on va pas aller vous croyez pas? J'ai l'impression que c'est l'effet de la peur qui persiste. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé pendant cette période-là, à quel point la peur était présente, elle devenait moteur pour tout. Oui. Et que là, ça nous remet en question, mais je ne pense pas que ne pas voyager, c'est se replier sur soi. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est une autre façon de voyager. C'est vrai qu'il y a un changement, mais voilà. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir voyager dans ces 20 mètres carrés, tout un chacun, je veux dire, avec son imaginaire et ses capacités, je veux dire. Mais je pense que c'est vraiment une invitation. Moi, c'est une invitation à proposer, parce que tout à l'heure, quand Gaël parlait on a tous envie d'être chaman, moi, je me permets de me dire, c'est qu'en fait, c'est peut-être souvent, quand je dis que je ne suis pas psychanalyste, c'est vrai que j'aime pas les étiquettes, et j'arrive pas à me retrouver dans une étiquette, quelle qu'elle soit, et c'est vraiment, c'est viscéral de naissance. Mais néanmoins, dans une période comme celle-ci, donc pour ça, je pense que plus que remonter en selle, mais j'aime bien aussi revenir sur scène, oui. Voilà, quelque chose de rentrer dans le monde, et d'une façon peut-être différente, parce qu'on est forcé à ça, plutôt que de vouloir, plutôt que d'être dans le regret de l'ancien, de ce que l'on avait, voilà, et qu'effectivement, je trouve ça bien de dire, moins de voyages, peut-être moins de discours sur l'écologie. Enfin, effectivement, je comprends qu'au point de vue professionnel, c'est extrêmement difficile. Moi-même, je sais que j'ai pu vivre le salon qui n'avait pas eu lieu, c'est pénible. Mais... Oui. Je ne parlais pas sur un point de vue purement factuel du voyage, mais l'idée, le concept de voyage, c'est-à-dire s'il n'y a plus l'échange avec l'autre, qui est loin et qui nécessite donc de se transporter pour aller... Pas si loin que ça. Non, mais justement, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup aller au Japon, par exemple. Si je ne peux plus y aller, je trouve que c'est un manque et je ne comprends pas. Oui. Je ne comprends pas. Moi, je ne parle pas du tourisme de masse, je ne parle pas de voyage. C'est la possibilité. C'est la possibilité. C'est la possibilité, d'accord. Oui, c'est qu'on avait perdu des possibles, en fait. Oui, voilà. Et c'est là où moi j'aime bien réinventer des possibles. Mais je comprends qu'au niveau personnel, que ça puisse faire quelque chose que moi je ressens pas tel que. Moi, ça me fait peur des gens. Si les gens ne voyagent plus, ça me fait peur pour la manière dont ils vont raisonner. Moi, j'aurais envie de les inviter au voyage, vraiment, mais autrement, vraiment. C'est je ne sais pas quoi dire dans cette... voyage. Oui, dans cette conversation-là sur le voyage, je crois qu'on peut... Non, je voudrais dire autre chose. La rupture, elle n'a pas eu lieu là. Oui, justement. Elle a eu lieu bien avant. Et c'est une rupture, là, pour le coup, ontologique. C'est-à-dire que mon père, militant communiste et juif caché pendant la guerre, et militant communiste parce qu'il était juif caché pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il était absolument persuadé que c'était l'armée rouge qui l'avait sauvé, ce qui était vrai, faisait des études d'anglais. Oui. Et il militait beaucoup, et c'était un bon étudiant, mais il a raté sa licence en morphologie de l'ancien anglais, parce qu'il faisait une manifestation pour la paix en Corée. Bon. Et le prof, qu'il aimait beaucoup, lui a dit, mais enfin, Markovitch, quand même, qu'est-ce que vous allez faire dans 20 ans, si vous n'avez pas votre... Et mon père lui a répondu, mais dans 20 ans, il y aura le socialisme. Ça ne voulait pas simplement dire qu'il ne fallait pas apprendre la morphologie de l'ancien anglais dans 20 ans. Ça veut dire qu'il était absolument persuadé
que toute la douleur qu'avaient vécue tous les hommes depuis la création de l'humanité avait un sens, et que ce sens était le progrès, et que chaque génération vivrait mieux que la génération qui l'a précédée. Et c'était le but de tous les parents, de se sacrifier pour savoir que leurs enfants vivraient mieux. Mais nous savons que nous vivrons mieux que nos enfants. Et nous le savons d'une façon certaine. Et le fait de savoir ça, nous le savons depuis au moins 30 ans. Mais c'est pas pour ça qu'on ne fait pas d'enfants. Et c'est tout. Je veux dire que ce qui caractérise les choses, c'est évidemment la sensation d'un tragique commun. Mais ça va de soi. Mais c'est pas grave pour chacun. Ça veut dire que ça n'empêche pas la vie personnelle. Pour beaucoup de gens, ça empêche. Oui. Et de plus en plus. Tout à fait. Et nous avons vécu, c'est ça qui était absolument extraordinaire. Ma mère, en Union soviétique, dans la rue, c'était clair, elle sortait dans la rue. Et le vendredi soir, où tout le monde était sous, Жидовка, Youpin. C'était clair. Bon, j'ai jamais connu la guerre. Et je ne suis pas sûr que je ne connaîtrai pas la guerre. Je ne suis plus sûr du tout de ça. Voilà. Et je sais, qu'il y a en beaucoup de gens que je connais qui malheureusement la connaissent. Et ça change beaucoup de choses. Ah, ça change tout. Beaucoup de choses. Voilà. Mais justement, quand on connaît la guerre, vous l'avez bien connu. Mon père est libanais, voilà, donc voilà. je sais. Voilà. C'est un point de rupture, en même temps c'est un point de départ, parce qu'on vit au jour le jour, mais on a besoin de brûler sa vie, presque. Donc on vit, et c'est terrible à dire, mais c'est comme si demain n'existait pas, mais en même temps il existe très fort. Et justement, je reviens aux traductions, à votre façon de traduire. Vous m'aviez parlé de Pouchkine, que Pouchkine n'avait plus voulu vivre quand le tsar avait lu les lettres, enfin, les hommes du tsar, les lettres de sa femme. Oui. Et la différence qu'il y avait entre l'extérieur et l'intérieur. C'est bien ça. C'est-à-dire que un des fondements de la vie en Russie est la séparation, jamais réelle, mais disons l'idée de la séparation, entre deux instances. La première, c'est ce qu'on appelle dom, la maison. Et la deuxième, c'est le tsar, le pouvoir, l'histoire, historia. Le tsar, le pouvoir, en Russie, il peut être grandiose, il peut être terrible, il est monstrueux, mais ce qui le caractérise, c'est qu'il ne prend pas en compte la dimension de l'individu. L'histoire ne prend pas en compte la dimension de l'unique. Et ça se dit dans le fait que dans la langue russe, il y a deux mots pour dire liberté. Le premier mot, c'est svoboda, qui est la liberté politique, et qui simplement n'a jamais existé. Donc on se bat pour, etc., etc., mais dans l'histoire russe, il n'y a jamais eu ça. Et puis, il y a un autre mot, qui est totalement différent, qui est vola. Et vola, c'est la liberté et la volonté, c'est le principe intérieur. Et ça, c'est inaliénable. Tu ne peux pas être un humain si tu n'as pas ta vola. Et on ne te dit pas, quand on te libère, on ne te dit pas « atpustit na svobodu », on dit « atpustit na volю ». Voilà. Et la vie en Russie a toujours été... Enfin, c'est ce que dit Bulgakov dans Le Maître et Marguerite. C'est-à-dire, avant il y avait une maison,
Et maintenant, il n'y a plus que des appartements, des appartements communautaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de vie intime. Négation de la Voilà. Et ce qui caractérise l'histoire de la Russie, c'est le retour régulier de l'intrusion de plus en plus violente, de plus en plus insupportable, du principe de l'histoire dans le principe de la maison. Et c'est ce qui se passe là C'est ce qui se passe. avec ce qui se passe Oui, avec bien Poutine, sûr. etc. Ouais. C'est juste dans vol, il y a vol. J'entends vol. J'ai vraiment entendu vol, il y a vol. Ouais. Comme la Oui, mais en fait, c'est une racine indo-européenne. Voilà, hein, c'est ça, c'est la racine. Voilà. Et Ouais, c'est c'est vraiment ça. ça. Et d'ailleurs, le fait que ce soit une racine très très ancienne, C'est fondamental. Oui, c'est fondamental, ça dit quelque chose. Le sujet est vaste. Malheureusement, le temps nous réduit. Je vais juste une dernière question avant de passer la parole à Anne. Les livres et les disques ont des parcours de grande émotion. Et chez celui qui les écrit, et en même temps chez celui qui les joue, bien sûr, les musiques, il y a également cette rencontre qui se fait en direct avec un public, que ce soit par les dédicaces ou par les concerts. Et puis, parfois de très beaux retours médiatiques. Et puis, il y a la vente. Parfois, la vente, hélas, le marketing n'est pas au rendez-vous. Est-ce qu'on surmonte ça quand on est artiste? Enfin, comment on vit ça? Parce que là aussi, c'est repartir quelque part. Après, c'est pas un échec, mais une petite déception, mais qui n'est absolument pas par la rencontre avec les autres ou par son talent, qui est avec le marché. Alors, qui répond à cette question? Tous peut-être. Comment on fait? Toi, tu as ouvert une maison d'édition. C'est très bien. Bah, moi, je suis pour qu'on achète nos bouquins. Et l'autre chose, c'est qu'on les lise. Non, mais non, je dis ça. Je dis ça a l'air idiot. Mais non. Quand on a créé Mesure, Oui. on l'a créé sur des principes un peu particuliers, c'est-à-dire, par exemple, on ne fait pas de service de presse. Si tu veux parler de notre bouquin, tu l'achètes. On ne donne pas d'exemplaires. Du tout. On publie à 500 exemplaires, numérotés, signés, comme on veut. Ouais. Et puis, en fait, on réédite de 100 en 100 pour que ça soit toujours rare. Mais même si ça coûte un peu plus cher, au fond, c'est mieux. Et voilà. C'est pas pour l'argent qu'on le fait, mais je le fais de telle sorte de ne pas perdre des sous. Mais je dois dire que là, l'année dernière, cette année, je ne sais pas parce qu'on vient juste de rendre les comptes, mais l'année dernière, j'ai été fier comme Artaban. Comme un petit banc, il faut dire. Pourquoi? Parce que j'ai payé 371,25 € d'impôts. Ce qui signifie que non seulement je n'ai pas perdu de sous, mais qu'en plus j'en ai... Voilà. Mais je suis très très fier de payer mon impôt sur les entreprises. Alors j'ai appris entre-temps que j'étais nul comme chef d'entreprise parce que j'avais oublié de faire une assemblée générale. Mais comme je m'assemble généralement avec moi, et donc j'ai oublié de me convoquer. Mais donc, je dis que là, parce que j'ai reçu en même temps un truc des impôts qui me demandait le compte rendu ouais, tu vois. Et alors j'ai demandé de l'aide pour faire un article 1, pour faire un article 2. Et je crois qu'on n'a même pas besoin de l'article 3. Ce qui prouve que Dieu n'existe pas obligatoirement, sous forme de Trinité. Ça répond à beaucoup de questions existentielles. Donc la maison est vraiment construite brique par brique. Oui. Chaque livre est une brique. Avant de terminer, vous posez à chacun, nos rêves nous submergent toujours. Quel est le rêve qui vous submerge encore, Gaëlle? À chacun rapidement avant de passer la parole à Anne. Quel est le rêve qui submerge encore? Parce qu'on a tous des rêves qui nous submergent toujours, qui nous dépassent presque. Y en a-t-il qu'un seul? Et faut-il tous les avouer?
Anne, Créer encore. créer encore. Ouais. François Frédéric. S'émerveiller encore et toujours. Pas regarder derrière soi, regarder devant soi. C'est un peu une banalité, mais Non, c'est vraiment beau. réel. C'est réel, C'est bien vraiment sûr. réel. André. C'est que tu dis ton vœu, il se réalise pas. Oh, bon, alors c'est vraiment une façon de me couper la chic. Ne fumez pas, je risque pas. Mais je vais quand même dire du coup, parce on a patientant, temps, mais alors, je sais pas. En fait, ce serait d'écrire le livre de l'enfance qui m'a poussé à écrire et que j'ai toujours pas écrit. J'en ai écrit d'autres, mais toujours pas celui-là. Donc, Voilà, c'est bien. Anne, donc Anne Tivière est novelliste et romancière, et elle va nous faire un tout petit, rapidement, compte rendu avant de passer la parole au public. Alors, je voudrais d'abord dire que je ne te remercie pas de m'avoir invité à faire ça ce soir, parce que c'est tellement dense que c'est mission impossible. Je te fais confiance. Voilà. Oui, la confiance, déjà je voulais dire, merci pour la grande confiance. C'est pas la première fois que j'assiste à des fils de mémoire. Et ce qui est toujours frappant, et ce qui est encore frappant ce soir, c'est la grande confiance qui émane de ta présence, de tes questions, de ton intérêt humaniste pour autrui. Et je voulais juste dire que ce soir, avec ce sujet particulièrement sensible, c'est-à-dire... Voilà, si le sujet c'est se remettre en selle, ça veut dire qu'on est tombé à un moment. Et on n'a jamais, avec toi, le sentiment d'impudeur, ni de raconter des choses sur nos fragilités, nos peurs. Et que ce soit du côté de la personne qui s'exprime ou de la personne qui écoute. Et dans une société qui méprise ou qui cherche à effacer les fragilités, ce soir, nous avons eu vraiment des beaux témoignages, d'abord des peurs qui ont été cristallisées par le confinement. Et par exemple Gaëlle, qui nous a dit que tomber est inhérent à notre verticalité d'humain, et que nos vies sont des courses de haies permanents et que parfois on rate l'obstacle. Nous sommes dans un modèle de société qui détruit les jachères intérieures et extérieures, et qui veut nous faire croire que pour aller d'un point A à un point B, il n'y a que la ligne droite, et on a bien vu ce soir que ce n'est pas le cas, et on s'en réjouit. François Frédéric nous a dit que... Oui, alors ça c'était assez impressionnant de voir que même lui avait peur de ne plus être capable de faire, et ça c'était très... Et cette histoire de fausse note aussi, qui n'est pas importante, repartir d'une fausse note, une fausse note n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de jouer avec passion. Et la seule vraie fausse note, ça serait d'oublier la passion. Ça, c'était vraiment très intéressant de confesser ça. Ça met tout le monde à l'aise. Sauf vous, mais... Bravo, merci. Oui, parce qu'on se remet en selle par l'exemple aussi. Donc, en nous disant ça, c'était vraiment un exemple précieux. La nécessité de la pause aussi, qui a été évoquée par François Frédéric également. Et alors, le silence, la nécessité du silence. Et alors... J'ai un vague souvenir je pense à la symphonie Résurrection de Mahler. Est-ce que entre chaque mouvement, il avait vraiment demandé est-ce qu'il était écrit qu'il y ait 5 minutes de silence entre chaque mouvement ou Non. Pas du tout. Non, il y a même des mouvements qui s'enchaînent. D'accord. Le 4e et le 5e doivent s'enchaîner immédiatement, sans aucun... Ce qui est saisissant du reste, ainsi que le 3e et le 4e. D'accord. Donc le silence vient après, c'est une... D'accord. Il y a des silences au milieu d'un océan c'est un monde. C'est une cathédrale. C'est un cosmos. Oui, c'est-à-dire que c'est une œuvre... Valérien, c'est une discussion en soi. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est colossal. Oui, voilà, mais c'est quand même une œuvre qui nous prend par la main et qui nous fait visiter tous les stades en fait du découragement. Mais qui va jusqu'en haut. Ben oui, qui va jusqu'en haut. Qui nous aspire vers le haut. Oui. Voilà, c'est-à-dire que quand nous mourons soudain, parce que ça nous arrive tous de mourir soudain,
c'est l'occasion, et c'est ce qui s'est passé avec le confinement, de voir à quelle distance on est de ce qu'on veut faire de notre vie ou pour notre vie. C'est ce qu'a dit Virginie, par exemple. Virginie, la fiche Virginie, qui nous a dit que c'était une occasion de revenir sur scène ou en scène différemment. Et que le vrai défi, c'était de trouver son propre rythme, de retrouver le coquelicot en nous, et ce qui était important, c'était la persévérance dans l'être. Voilà, donc je voulais vous remercier donc, d'avoir évoqué vos expériences, parce qu'il me semble qu'on se remet souvent en selle par l'exemple, et que l'exemple sincère est toujours un encouragement. C'est ce qu'on voit. Gaëlle nous a dit qu'on a besoin d'une main posée sur l'épaule. François Frédéric nous a dit, oui, revisiter les chefs-d'œuvre du passé. C'est ce qui s'appelle « Tu peux rien pour attendre ». Donc oui, les œuvres salvatrices qui nous prennent par la main et qu'on revisite et qui nous permettent d'être revisitées également. Alors, oui, la conclusion, ça va être que nous sommes des défis permanents à l'équilibre. Il n'y a pas eu d'arrêt pour Virginie. Elle nous a dit que pendant le confinement, elle a travaillé en distanciel. C'est un mot terrible, mais je ne sais pas quoi dire. Et qu'elle s'était mise en retrait. Il y avait une absence personnelle, mais une grande activité pour son métier. Et qu'elle n'était toujours pas sortie du confinement. Enfin, que c'était difficile. Bien sûr, puisqu'il y a eu une grande demande et elle a dû donner beaucoup. Et pour finir, André, qui n'est jamais fatigué. Et vous voyez bien. Tu vas voir ta gueule à la Ça, c'est ce que semble le prof de chimie, si vous voulez. Si vous voulez voir le phénomène, regardez-moi. Voilà, qui est un phénomène en lui-même. André qui n'est jamais fatigué. Pourquoi ? Parce qu'il a d'excellentes fréquentations. Parce qu'il fréquente en permanence Dostoïevski, Shakespeare. Alors, Dostoïevski, c'est il y a 20 ans. Et je vous interdis de parler de ma vie privée. Et donc, alors on va dire que il fréquente en permanence le grand mystère de toute chose vivante, c'est ce qu'il a dit. Il est donc hors d'atteinte. Et voilà. Comme dans les arts martiaux, readiness is all. C'est ce que vous avez dit, c'est Shakespeare. Ça fait penser aux arts martiaux, être toujours prêt. Comme quoi Shakespeare est international. Oui. J'aimerais beaucoup. Il y a eu il n'y a pas longtemps un metteur en scène, Daniel Janto, qui est allé monter la cerisée au Japon d'après notre traduction. Ils ont traduit Traduire la traduction. Ils ont traduit notre traduction au japonais. Nous, on n'y est pas allé parce que le Japon, c'est quand même un peu loin pour nous. Et donc, non, mais ils vont venir. Donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a la conclusion, en fait, pour se remettre en selle, c'est de faire comme André, c'est-à-dire d'être en contact permanent avec des merveilles et de soigner ses fréquentations. Merci beaucoup. Un grand merci, vraiment. Pardonnez-nous, voilà, bravo. C'est excellent, merci. Voilà. Et maintenant, avant de faire le discours, parce que malheureusement on a pris du retard, le public, vos questions. Gérard, rapidement. Allô. Alors c'est pas vraiment, excusez-moi, c'est pas vraiment une question. Donc tomber, c'est perdre. En fait, on construit, face au chaos, on construit sa propre culture. Tomber, et cette culture, c'est comme un parapet qui nous protège du vide. Tomber, c'est voir cette digue, ce parapet s'écrouler. Brusquement, quelque chose s'écroule. Et il y a quelque chose à reconstruire. Et je crois que ce qu'on a entendu, que ce soit pour le Covid ou quelque chose, c'est tout d'un coup, il faut s'adapter, il faut changer quelque chose de soi. Il faut changer quelque chose de soi pour remonter sur scène.
J'ai comme ça, j'ai des exemples de chute et de remontée sur scène. Ça peut être, par exemple, j'avais aidé une jeune Rwandaise à témoigner. Là, il y avait vraiment une chute. On parle de la guerre. Là, il y a une chute. C'est-à-dire qu'on peut plus se remettre comme avant. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'identité à faire. Il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur, etc. Et il faut trouver le ressort pour reconstruire cette identité. L'identité, c'est la relation à l'autre, c'est la relation au monde, c'est comment on arrive à s'ajuster au monde et aux autres, à se faire une place et à être reconnu. Ça, c'est s'ajuster. Quand quelque chose se brise, tout d'un coup, on n'est plus rien. Oui. Voilà, on n'est plus rien. On perd ses repères. Il faut les reconstruire. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. De toute façon, c'est un peu ce qui fait partie de ton métier, de tout ça. Quelqu'un voudrait poser une autre question? Demi Bergogneau, avant que je te passe la parole. Oui, ça marche. C'est pas vraiment une question. Oui. C'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, à savoir l'idée de remonter en selle. Enfin, ce qui a été évoqué dans de nombreux cas ici, il a beaucoup été question, par exemple, du confinement. Oui. Et pour moi, ça me paraît tellement dérisoire par rapport à des vraies cassures. Sur lesquels j'ai écrit aussi. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça que je m'attendais plus à des choses, à des évocations de vraiment quand on tombe, quand c'est le chaos absolu et qu'on remonte en selle parce que précisément tout a été brisé et qu'il faut... Et le confinement a brisé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Bien sûr, on peut dire un peu, Udomi a un fils qui est schizophrène, un grand jeune homme magnifique, et elle se lève tous les jours, elle est orthophoniste aussi, et c'est la seule personne avec qui elle ne peut pas parler, c'est son fils. Ils ne peuvent plus communiquer. Et donc tous les jours, elle tombe et elle se relève, donc elle écrit, l'écriture, voilà. Et elle a écrit un très beau livre qui s'appelle La Craquelure. Voilà. Mais bon, voilà. C'est par rapport à ça que c'est plutôt tout ce qui est les épreuves de la vie, la guerre, effectivement... la maladie, la brisure intérieure. Là, oui, ça me parle sur l'idée de se remettre, remonter en selle. Enfin, ça, on n'a pas tous les mêmes brisures aussi. Non, bien sûr. Et on ne peut pas prétendre avoir tous les mêmes brisures et chacune est unique et brise quelque chose en nous qui peut être fatal, même s'il n'est pas aussi spectaculaire. Oui, non, mais tout à fait. C'est un sujet difficile. Juste aussi par rapport à... Il n'y a pas de comparaison, je veux dire. Non, il n'y a pas question de faire sinon, dès qu'on compare, il y a forcément une échelle... C'est un vrai sujet philosophique, je veux dire. Il n'est pas question effectivement de faire une quelquefois, ça peut être quelque chose même de pas concret, ça peut être quelque chose en nous, mais qui brise totalement, même s'il n'est pas ni maladif, ni... c'est très spécial, la brisure. Et juste aussi quelque chose par rapport à la musique, tout à l'heure, puisqu'il a été beaucoup question de musique, et il était évoqué par Gabriel, je crois, c'est ça, la dimension guérisseuse de l'art. Oui. Et je me posais la question, en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, y compris par des neurologues, sur la dimension vraiment guérisseuse de la musique, puisqu'il est question aussi de musicothérapie, mais même au-delà de ça, de gens à qui on a appliqué des soins par la musique, que ce soit de l'Alzheimer, des gens qui ont l'Alzheimer, ou même des maladies mentales, justement. Et je me suis posé la question, en vous écoutant parler, en fait, est-ce qu'il a été fait des études sur les fonctions des autres formes d'art, finalement, de la littérature, de la poésie, de la peinture, alors, il y a de l'art-thérapie, bien sûr, qui existe aussi. Mais voilà, c'est juste... Il y a Anouk Grimberg qui a fait un livre récemment, qui a écrit dessus. Je n'ai pas lu son bouquin, mais... Voilà. Non. Je disais juste, éventuellement, comme éventuelle référence, il y a Anouk Grimberg qui est comédienne, voilà, récemment, qui a fait de belles recherches autour de ça. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, oui. Mais je parle que 30 secondes. Oui. Je ne suis pas du tout un spécialiste. Excuse-moi, je suis Andreas Becker. Andreas Becker, écrivain. Voilà.
qui a monté un très beau spectacle Entre aussi. autres. Je ne suis pas du tout un spécialiste de remonter sur scène. Déjà, j'ai peur des chevaux. Et je pense que remonter... enfin, si je suis spécialiste en quelque chose, c'est en chute. Et je pense d'ailleurs que c'est une très bonne chose, parce que quand je vois tout ce qui monte, le CAC 40, il monte, les arbres montent, les gratte-ciels montent. J'ai beaucoup de doutes sur la question de remonter en selle. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire remonter. Donc moi je préfère chuter. Et je me suis dit, quand j'ai bien chuté, je suis en bas, je ne peux plus tomber, donc je suis bien, mais on peut encore chuter encore plus. Ça c'est une blague juive, tu sais. La différence entre le pessimiste et l'optimiste. J'ai oublié comment était la blague, Alors, je suis mauvais pour la blague. Le pessimiste dit pire, ça peut pas être. Et l'optimiste, il dit mais si, mais si. Oui, je la connaissais. Mais c'est ça. Et en fait, on apprend une chose, que c'est une très bonne chose de chuter. Et il faut s'efforcer à chuter encore plus. Ça veut dire à se dépouiller plus, à lâcher plus. Pour remonter vers quoi? Remonter, toujours remonter. Moi, je m'en fous complètement de remonter. Je vais juste, pardonnez-moi, dire une chose. Andreas Becker est allemand. Sa mère, Ulla, était née, elle avait 5 ans pendant la guerre. Il y a un très beau film que Jean-Denis Bonan a fait avec Andreas qui s'appelle Ulla ou l'effacement et un livre. Donc la maman d'Andreas n'était pas elle-même, elle était une victime du nazisme. Elle avait 5 ans. Donc elle a bu, elle était dans un fauteuil vert, elle est morte. Et Andreas a chuté très bas parce que son enfance a été foutue, disons les choses comme elles sont. Et puis, depuis, il s'est relevé. Et là, il repart avec un spectacle extraordinaire. Voilà. Non, mais bon, donc quand je dis que je suis spécialiste en chute, c'est pas pour rigoler. En fait, je sais de quoi je parle. Hein. C'est pas... ça peut être encore pire, on verra bien. Bon, en fait, j'ai créé un spectacle de chansons à partir d'un livre qui s'appelle Alcool, mon amour, parce que là aussi, je sais ce que ça veut dire tomber dans l'alcool. Et juste 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire chuter? Je suis sorti de l'alcool le jour où j'ai dit l'alcool est plus fort que moi. C'était la première chute. Et la deuxième, elle était essentielle, je suis plus faible que l'alcool. Vous voyez? Donc chuter devant quelque chose et se dire c'est foutu, je suis plus faible, j'admets, c'est bon, maintenant j'admets quelque chose de plus fort. Enfin, voilà. Donc vous voyez un peu, on fait un spectacle chanté avec une 12aine de chansons autour de tous les aspects de l'alcoolisme et comment est-ce qu'on peut chuter pour enfin se libérer autant que possible. Merci beaucoup. Merci. Nous avons donc touché à cette part mystérieuse de chacun qui le fige ou le fait repartir. Chacun de nos invités nous a parlé non pas de méthode, mais de ce qu'il peut faire, comment faire ou pas. Chacun a bien sûr à son vertige et à sa propre chute, en temps de confinement ou pas, on ne sait pas. Chacun a ses brisures, comme ça a été dit. Peut-être avons-nous été entre grosse fatigue et convalescence, peut-être aussi que nous sommes en rémission. Nous remontons et nous retombons, nous sommes dans une perpétuelle, je pense, ton autorité, rémission. La vie en embuscade est peut-être le meilleur message de ce dernier fil de mémoire de la saison. Nous aurons à dire encore, je l'espère, à la rentrée. Merci à tous de votre présence et un grand merci, je souhaite qu'on l'applaudisse très fort, même si elle est cachée, à Anne Ghisoli, voilà, et son équipe qui nous reçoivent chaque année à la librairie Gallimard, chaque fois. Ne pas oublier de dire aussi que la librairie et les libraires, c'est peut-être là que nous attendent les mots d'auteur ou des titres qui peuvent nous aider à nous relever. Et puis j'ajoute aussi que Anne-Marie Guy, donc, qui est présidente du festival, je vous laisse 2 minutes dire, le festival donc, de Bagatelle sera à Auteuil cette année. C'est bien ça, au Cerf d'Auteuil à nouveau, ça reprend. Voilà. Nous relevons doucement après ces périodes de troubles et troublées. Donc nous aussi, on a eu un arrêt total, une grosse peur l'année dernière, en 21, quand il a fallu recommencer le festival. Enfin, moi, personnellement, je me suis demandé si j'étais encore capable d'organiser quelque chose. Ça fait 22 ans que je fais ce festival, mais je me suis demandé si j'étais capable. Et voilà, au fil des week-ends, tout allait bien. Et cette année, on a en plus une grande chance, c'est qu'on a réussi
à convaincre beaucoup de gens pour pouvoir revenir à nos origines, c'est-à-dire aux Serres d'Auteuil, à l'orangerie des Serres d'Auteuil, voilà, début septembre. Alors je sais aussi que dans le public, nous avons des gens qui ont eu des vies qui sont repartis. Je parle de Horatiu Bursea, entre autres, qui est arrivé en France de Roumanie avec ses parents, son père Dan Bursea. Donc Horatiu, je pense que vous aussi, vous avez dû vous relever depuis l'âge de 5 ans. Vous ne faites que ça. Vous êtes maintenant maître de conférence à l'université. Donc, vous saviez 2 mots, je crois, à l'époque, quand vous êtes arrivé. C'était « je suis fatigué » et que c'est beau. C'est bien ça, 2 mots français. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser à ce que André disait tout à l'heure sur le rêve qui s'est transmis de génération en génération, que le futur sera toujours meilleur. Pour nous, pour moi en tout cas, c'était un peu ambivalent parce que ce rêve avait été un peu instrumentalisé. Il avait été peut-être politisé, il était devenu quelque chose aussi pour contrôler les esprits, pour leur faire accepter des sacrifices qui n'étaient pas toujours bienvenus. Mais je pense qu'il survit. Je ne peux pas revenir à la conversation précédente, mais nous avons cette peur qu'il va disparaître. Et je ne sais pas, peut-être ça peut être une question, je ne sais pas si c'est une illusion que de croire qu'il ne va pas disparaître, que de croire que, comme les générations passées, parce que cette idée que le lendemain sera pire a existé plus dans le passé, et on a peut-être cette tentation, je ne sais pas si les intervenants ont quelque chose à dire sur ça, cette tentation de croire que non, que les générations futures vont rire de nous d'avoir cru que les choses allaient être pires. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un rêve, on dit en anglais wishful thinking, si c'est un rêve à dormir debout pour nous consoler, ou si c'est peut-être quelque chose de plus réaliste. Quelqu'un aurait à répondre? En tout cas, merci beaucoup à tous. Pardonnez-nous, on commence à aller vite maintenant parce qu'il y a une dédicace. Encore une fois, merci à Anne de nous recevoir, à Librairie Gallimard, à vous tous. Voilà, merci, merci, merci. Un grand applaudissement à vous.